d'édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Et voici le sommaire de ce journal. Le Hamas continue de défier Israël, mais aussi le plan de Donald Trump. Ni désarmement, ni supervision internationale à Gaza. Déclaration de Khaled Meshal, figure centrale du mouvement terroriste, pour qui l'arsenal du Hamas est la fierté des Palestiniens. Réaction de la diplomatie israélienne, pour qui le Hamas se moque de l'initiative américaine. Sur le terrain, nouvelle violation et nouvelle élimination d'un terroriste ayant franchi la ligne jaune tout à l'heure. Alors que les milices anti-Hamas promettent que la fin du groupe terroriste est proche. Le Hamas qui fera l'objet tout au long de cette semaine de notre dossier hebdomadaire, premier épisode ce soir. Difficile d'être plus clair, Binyamin Netanyahou n'envisage pas pour l'heure une retraite politique. Alors qu'il recevait le chancelier allemand à Jérusalem, le Premier ministre israélien s'est vu demander s'il accepterait de mettre un terme à sa carrière politique en échange d'une grâce présidentielle. La réponse tient en un mot, c'est non. Détermination intacte au sortir de 2 ans de guerre et sans doute renforcée par des sondages rassurants. Au fait, regretterait-il d'avoir demandé cette grâce? Parti pris à suivre avec Daniel Haïk. Et puis l'héroïsme à l'honneur ce soir avec un reportage au plus près des combattants aux prises avec les terroristes palestiniens, retranchés notamment dans les tunnels de Rafah. Pression permanente, concentration de tous les instants pour débusquer les embuscades. Vous découvrirez également des images exceptionnelles du futur patron du Mossad lorsqu'il l'affronta seul et a découvert des terroristes le 7 octobre 2023. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La phase 2 du plan Trump pour Gaza sur toutes les lèvres cette semaine, notamment à l'occasion du forum de Doha. Elle a même été évoquée par Binyamin Netanyahou. Et pourtant, il manque encore une étape incontournable pour Israël, le désarmement du Hamas. Et la question qu'on centre ce soir, eh bien les crispations. Le terrain d'abord avec Jonathan Serrero, notre envoyé spécial en direct ce soir. Bonsoir Jonathan, du sud d'Israël. Alors la ligne jaune, nouvelle frontière entre Israël et Gaza. C'est ce qu'a répété tout à l'heure le chef d'état-major de Tsahal. Beaucoup de choses se jouent effectivement ces jours-ci autour de cette démarcation. Oui, déclaration faite par le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant général Eyal Zamir, qui s'exprimait devant les responsables des collectivités de ces localités qui se trouvent en bordure de la bande de Gaza. Il a indiqué que cette ligne jaune était désormais la nouvelle frontière entre Israël et la bande de Gaza, que chaque terroriste qui franchirait cette ligne jaune sera pris pour cible par les forces de Tsahal, comme ça a été le cas aujourd'hui, puisque du côté de la partie sud de la bande de Gaza, un terroriste a franchi la ligne jaune et a été pris pour cible par l'aviation de Tsahal. Il a été éliminé par les forces armées israéliennes. Nous avons été témoins de plusieurs explosions dans la bande de Gaza, des tirs d'artillerie du côté de Rafah, dans la partie sud du territoire gazaoui. Eyal Zamir qui a indiqué aussi qu'il espérait voir des forces étrangères venir s'intégrer, venir prendre part à la reconstruction de la bande de Gaza, et que si ce n'était pas le cas, alors ce sera Tsahal qui fera désormais le travail d'assurer la sécurité dans la future gestion du territoire gazaoui, David. Ouais, donc Jonathan, le Hamas qui campe sur son refus de désarmer, alors qu'à Washington, on milite en ce moment pour un sommet israélo-égyptien, Netanyahou-Al-Sisi. Oui, l'activité diplomatique qui s'intensifie ces dernières heures, puisque sous l'impulsion du président américain Donald Trump, va sans doute être organisé un sommet entre le Premier ministre israélien et Abdel Fattah al-Sisi. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis le début de la guerre, et Donald Trump souhaite renouer le dialogue entre Israéliens et Égyptiens, notamment pour faire avancer cette phase 2 du plan de Trump. Du côté de New York, aujourd'hui, un sommet tripartite entre responsables américains, israéliens et qataris. C'était l'une des promesses de cette conversation qui avait eu lieu il y a de cela quelques mois entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, en présence avec, au bout du fil, le Premier ministre qatari Mohammed Al Thani. Et lors de cette rencontre qui s'est tenue aujourd'hui du côté de New York, il y avait l'émissaire américain Steve Witkoff, mais aussi le chef du Mossad sortant, Dedi Barnea. Il a été question de cette phase 2, et Benjamin Netanyahou a été très clair: nous ne passerons pas à cette phase 2 sans le retour du sergent-chef
Ran Gvili, qui est le seul corps d'otage encore retenu captif du côté de la bande de Gaza, David. La clarification à bon entendeur, notamment on pense aux Américains. Merci beaucoup Jonathan Serrero. En direct du sud d'Israël ce soir, auprès de Gaza. Alors même si le désarmement du Hamas est illusoire, on assiste à une accumulation d'initiatives ces temps-ci visant à dessiner les contours de l'après-guerre à Gaza. Un personnage sur le retour, c'est Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. On apprend qu'il a rencontré secrètement, il y a peu, Binyamin Netanyahou. Et c'est lui qui pourrait superviser à l'avenir la gestion du territoire. Loïc Stécher, je crois. C'est une rencontre tenue secrète jusque-là, organisée fin novembre entre Benjamin Netanyahou et Tony Blair. Discussion portée sur l'avenir de Gaza et sur l'entité qui prendra en charge la gouvernance et l'administration du secteur. Selon le radiodiffuseur Cannes, l'ancien Premier ministre britannique aurait profité de l'occasion pour présenter un plan prévoyant le retour immédiat et progressif de l'autorité palestinienne à Gaza, ce que la partie israélienne n'aurait pas rejeté. Mais une source proche du dossier affirme aujourd'hui le contraire et dément catégoriquement. Tony Blair est censé diriger le Conseil de la paix qui superviserait l'administration de la bande de Gaza après la guerre. Une proposition du président américain Donald Trump, rejetée début novembre par deux hauts responsables palestiniens. Ces derniers affirmaient alors qu'un conseil occidental administrant la bande de Gaza reviendrait à un retour à l'époque du mandat britannique. Lors de sa récente visite au Proche-Orient la semaine dernière, Tony Blair a également rencontré le vice-président de l'autorité palestinienne Hussein El-Sheikh pour discuter des questions liées à l'après-guerre à Gaza. Une réunion qui faisait suite au vote du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur du plan de cessez-le-feu à Gaza de Donald Trump. Voilà pour les plans donc sur la comète d'un après-Gaza, une après-guerre qui comporte encore bien trop d'inconnus. On accueille ce soir notre expert défense Mathias Inbar. Bonsoir Mathias. Également avec nous le docteur Moshe Ben David. Merci de nous rejoindre. Vous êtes colonel de réserve de Tsahal. Docteur Ben David, pas question de désarmer, nous dit Khaled Meshal depuis le Qatar. Il y a aussi Khalil Al-Khaya qui explique de son côté que le Hamas désarmera uniquement pour donner ses armes à l'autorité palestinienne et uniquement si l'occupation cesse. Je cite Khalil Al-Khaya. Est-ce que vous pensez que la ligne du Hamas elle est cohérente entre le Qatar et les autres, c'est-à-dire pas de désarmement autrement que par la force quelque part? Bonsoir David. Mon interprétation, vous avez commencé avec Tony Blair. Tony Blair a été nommé par Trump pour être le directeur général du jour du lendemain à Gaza. Et la rencontre de Netanyahou avec Tony Blair est faite pour assurer que le plan fixé à Sharm el-Sheikh il y a plus d'un mois et qui a pour principe le désarmement du Hamas et la transmission du pouvoir à d'autres, soit appliqué. Le Qatar et la Turquie essaient de dissoudre cette décision et de faire que le Hamas ne se désarme que de ses armes lourdes, de roquettes et autres, et reste avec ses armes légères. Au Proche-Orient, David, celui qui détient l'armement détient le pouvoir. Lors de la rencontre de Blair et Netanyahou, il s'agissait de vérifier que l'aspect politique œuvrerait, et dans sa rencontre avec Trump, Netanyahou, dans 3 semaines, on pourra en parler plus avant. Alors c'est ça, vous pensez qu'on continue à faire des plans avant d'avoir atteint quand même l'objectif intermédiaire qui est essentiel, c'est-à-dire la fin d'un Hamas armé? C'est la décision qui a été signée par 24 pays à la conférence de Sharm el-Sheikh. C'est une décision qui a été entérinée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Hamas doit désarmer et quitter le pouvoir. La question est de savoir comment le faire. Aucun État ne veut entrer dans la bande de Gaza tant que le Hamas est armé. C'est là le grand défi. Pour surmonter ceci, il faut d'abord un aspect politique et diplomatique. C'est pourquoi Netanyahou a rencontré Blair. Et le deuxième aspect, c'est faire preuve d'intelligence pour faire ce que feront Netanyahou et Trump et qui l'ont déjà fait, assurer qu'Israël, qui désarmera le Hamas, le fera sans que soit lancée une guerre généralisée. C'est un défi très complexe, David. Effectivement, on marche sur des œufs. Compliqué de mettre tout le monde d'accord. Merci beaucoup, docteur Moshe Ben David, pour cette analyse ce soir en direct. Mathias Inbar, on va faire un commentaire avec vous sur ces circuits financiers du Hamas. On le découvre, surprise ou pas d'ailleurs, via la Turquie, via l'Iran, qui ont trop longtemps échappé à la surveillance d'Israël. La Turquie, encore une fois, pompier pyromane dans cette affaire. Complètement, au même titre que le Qatar, voire plus que le Qatar, puisque
N'oubliez pas quand même que Recep Tayyip Erdogan, l'homme fort de la Turquie, est un pur produit des frères musulmans. C'est les frères musulmans qui le soutiennent depuis des années. Et comme par hasard, il se met en avant parce qu'il s'est mis à dos ces dernières années Vladimir Poutine. Il se rapproche de l'Occident. Il n'est pas le bienvenu en Europe. Au sein de l'OTAN, il n'arrive pas à faire consensus. Et comme par hasard, eh bien, au moment de cet accord de paix proposé par Donald Trump, l'homme fort d'Ankara eh bien, laisse planer le doute. Rappelez-vous quand même que c'est lui qui accueillait sur son sol des cadres de l'aile, ce qu'on appelle l'aile Judée-Samarie du Hamas, qui fomentait les attentats depuis la Turquie contre Israël. L'enlèvement quand même des 3 adolescents en 2014, c'était l'œuvre de Salah al-Harouri. Il n'était pas ni à Damas ni au Liban, il était bien en Turquie au moment où il avait pris sa décision. Et là, on comprend, et il faudrait en vouloir aussi à Israël, parce que trop longtemps, on a dit que, notamment l'unité Harpoun, qui était celle qui regroupait agents du Shabak, du Mossad, du ministère des Finances, qui devait lutter contre le financement du terrorisme, eh bien cette unité n'existe plus depuis la mort de Meir Dagan. Depuis que Meir Dagan a pris sa retraite, depuis il est décédé, l'ancien chef du Mossad. Et donc, on voit combien il est important de fermer l'oxygène du terrorisme, c'est-à-dire l'argent. Ouais, c'est la clé, effectivement. Mathias, un mot aussi sur la détermination des milices anti-Hamas dans la bande de Gaza, qui disent avoir d'ailleurs exécuté 4 membres du Hamas récemment sortis des tunnels. Est-ce que ça peut devenir sérieux d'après vous, même s'il y a des rumeurs parfois un petit peu contradictoires sur leur détermination réelle? Il y a plusieurs milices, plusieurs courants. Certaines, alors ce soir, il faut rester très prudent, mais ce soir, certaines affirmeraient s'être rendues tout simplement au Hamas. D'autres disent être capables de mener la guerre jusqu'au bout contre le Hamas et contre le djihad islamique. L'adjoint, par exemple, de Abu Shabab estime qu'il ira jusqu'au bout et qu'il fera couler, selon ses propres termes, le sang du Hamas, parce que le sang des civils a trop coulé. C'est quand même une situation plutôt ambitieuse, et surtout, il faut rester très prudent, parce que le Hamas, exactement, et je rejoins les propos du colonel, celui qui détient les armes au Proche-Orient détient le pouvoir. Et celui qui détient le pouvoir actuellement dans la bande de Gaza, du moins dans les 50%, c'est bien le Hamas, et ce ne sont pas les milices. Ça arrête le Hamas, effectivement. En tout cas, peut-être le début de la fin du plan Trump si ça continue comme ça. Un Hamas qui refuse de désarmer. Mathias, vous allez rester avec nous pour commenter ces images. On les voit hors du commun. Elle nous montre, vous allez voir, Roman Goffman. C'est l'homme qui vient d'être choisi par Binyamin Netanyahou pour prendre la tête du Mossad d'ici quelques mois. Eh bien, Roman Goffman qui a pris son arme. Ça se déroule le 7 octobre 2023. Il part combattre seul les terroristes à découvert. Un moment de bravoure inouï, comme il y en a eu d'ailleurs tant d'autres ce jour-là. Mathias, je vous laisse nous expliquer tout cela. Alors, là, c'est quasiment la fin de la séquence vidéo. Vous voyez, celui qui est embusqué derrière le feu rouge, c'est un terroriste qui vient de tuer énormément de passants et qui attend toutes les personnes qui pourraient se présenter face à lui. À l'époque, là, on voit Roman Goffman en train de se faire soigner parce qu'il vient de se prendre une rafale. Donc c'est au bout de Kalachnikov. C'est à quelques dizaines de mètres à peine du terroriste. Ça. Exactement. Alors ça, c'est de l'autre côté, en fait. Ouais. Il y a la route 232 qui est tout droit. Et là, voilà. Vous voyez, Roman Goffman est en train de se mettre à genoux. Il enclenche le tir et il va viser plusieurs terroristes. Et vous allez voir là, vous voyez ? Effectivement, on voit qu'il y a des tirs. Des tirs. Et là, il est visé à la jambe et il va se réfugier le plus rapidement possible. Il a déjà tué plusieurs terroristes à lui-même. Tout seul. Tout seul. Roman Goffman est à l'époque général de brigade. Il part de chez lui à Ashdod sans que l'ordre... Il a quand même 45 ans. 45 ans, sans que l'ordre... C'est pas si vieux, c'est mon âge. Non, mais donc tout va bien. Voilà, belle vitesse en tout cas. Exact. Il est, encore une fois, bien évidemment, pour un général de brigade, il est bien entraîné. Il part de chez lui à Ashdod et il va tout droit, sans que l'ordre lui soit donné, affronter les terroristes. Et là, il est grièvement blessé parce qu'il va prendre une rafale dans la partie supérieure de la cuisse. L'artère fémorale aurait pu être touchée. Et on connaît la suite. Il va être très très vite emmené à l'hôpital. Il va retrouver la santé et être nommé secrétaire militaire ou attaché militaire de Binyamin Netanyahou. On connaît la suite aujourd'hui, chef du Mossad. Alors je pose la question parce que d'autres l'ont posée à ma place. Est-ce que partir seul, affronter les terroristes, ça en fait un acte de bravoure ? Oui.
Est-ce que ça en fait un bon chef du Mossad? Bien évidemment, la réponse est non. En revanche, est-ce qu'il a les qualités pour être un chef du Mossad? La réponse est oui, parce que Roman Goffman est suffisamment flexible, ouvert à d'autres courants de pensée pour être capable aussi, dois-je le rappeler, quand même, c'est lui, à tous ses détracteurs, qui a amené sur la table l'information quelques jours avant de là où se trouvait, où aurait pu être trouvé Hassan Nasrallah. C'est un héros aussi du 7 octobre, alors que lui, contrairement à d'autres généraux, sans les viser, n'en a pas fait sa publicité. D'autres l'ont fait et sont même venus sur I24 ici, dans ce studio, pour en parler et reparler. Lui a toujours été discret. Discrétion, dévouement incroyable et trajectoire incroyable. Donc de Roman Goffman, futur patron du Mossad. Image incroyable, encore une fois, du 7 octobre 2023. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Un mot également de l'une des agences des Nations Unies les plus contestées en Israël, l'UNRWA. L'UNRWA va pourtant prolonger sa présence et ses activités dans la bande de Gaza pour 3 années supplémentaires. Un mandat renouvelé par le vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Seule une poignée d'États se sont abstenus. Pour Jérusalem, l'UNRWA contribue directement au renforcement du Hamas. Mathieu Mingui. 9 pays votent contre aux côtés d'Israël, 10 s'abstiennent et 145 votent pour le renouvellement du mandat de l'UNRWA à Gaza. Vendredi dernier, l'Assemblée générale des Nations unies poursuit le vote de résolutions anti-israéliennes. Au nombre de 6, les textes soumis au vote portent sur les implantations, l'aide aux réfugiés, le plateau du Golan ou le mandat de l'Agence des Nations unies pour ceux qui ont le statut de réfugiés palestiniens et leurs descendants qui, qu'à une au monde, héritent du statut de réfugié. L'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Danny Danon, estime que le nombre de pays soutenant Israël ou s'abstenant dans les votes de résolution anti-Israël s'estompe. Cette année, le vote concernant l'UNRWA intervient alors que l'agence onusienne traverse une crise quant à son financement et est sérieusement remise en cause par Israël et de nombreuses ONG qui découvrent régulièrement de nouveaux liens entre l'UNRWA et le terrorisme palestinien. En mai dernier, par exemple, le Parlement européen avait voté le gel du financement palestinien jusqu'à ce que les contenus incitant à la haine soient retirés des manuels scolaires. Malgré des accusations fondées, l'Assemblée générale des Nations unies a largement plébiscité la reconduction du mandat. Une douzaine d'États s'est opposée. Outre Israël, seuls 9 pays ont voté contre l'extension du mandat. Les États-Unis, l'Argentine, la Hongrie, les îles Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la Macédoine du Nord, Palau et les Tonga. 14 autres États ont par ailleurs choisi de s'abstenir lors du scrutin. Le commissaire général de l'agence, Philippe Lazzarini, a rapidement salué ce qu'il a qualifié de vote massif. Il persiste dans l'idée que l'UNRWA doit jouer un rôle central dans l'aide humanitaire distribuée au Moyen-Orient. Pour Jérusalem, plus d'un dixième des personnels UNRWA à Gaza sont liés à des organisations terroristes. Les écoles de l'organisation, par leurs manuels et leurs enseignements, alimentent la haine envers Israël et encouragent le terrorisme. Lorsque cet été, de nouvelles preuves ont mis à jour les liens entre 2 employés d'UNRWA et le Hamas, l'agence n'a pris aucune mesure. Et nous sommes en ligne avec Ayelet Samerano. Bonsoir, merci à vous en direct de Paris. Vous êtes la mère de Yonatan Samerano, un dont le corps malheureusement avait été enlevé à Gaza et retrouvé en juin dernier par Tsahal. Et vous êtes active notamment contre l'UNRWA. Alors vous êtes en France actuellement. Expliquez-nous peut-être en quelques mots pourquoi votre combat il se poursuit encore aujourd'hui malgré le retour du corps de votre fils. Mon combat se poursuit parce que d'abord, l'organisation qui a enlevé mon fils, qui est censée être une organisation qui s'occupe de droits humains normalement, est en réalité occupée au terrorisme sous les auspices de l'ONU. Et c'est l'ONU qui le finance, le soutient. C'est l'ONU qui, hier, au lieu de voter contre cette organisation, au lieu de fermer cette organisation qui s'occupe de terrorisme, continue à maintenir cette organisation en vie. Et cette organisation qui se fait du terrorisme reçoit un prix. C'est intolérable, c'est invraisemblable qu'un organisme terrorisme reçoive un prix. Mon fils a été enlevé par cette organisation le 7 octobre. Si c'est une organisation de l'ONU et que l'ONU doit défendre les droits de l'homme, cette organisation aurait dû sauver mon fils après qu'il ait été tué par des terroristes du Hamas et n'ont pas coopéré avec le Hamas.
Donc Quel c'est ça. maire au monde pourrait arrêter de se battre pour la justice qui doit être faite à son fils? Évidemment, effectivement. Alors l'UNRWA, donc pour vous, pour conclure, non seulement n'a pas sa place à Gaza, mais c'est une agence qui doit être radiée et poursuivie en Israël et ailleurs. Chacun de ses membres qui ont été actifs le 7 octobre notamment. L'UNRWA est une organisation qui doit être fermée, pas seulement à Gaza, mais dans le monde entier. Il est intolérable que des réfugiés soient considérés comme tels au fil des générations. Même des gens qui vivent ici en France, qui étaient réfugiés il y a 3 générations, sont considérés encore comme des réfugiés. Ils sont résidents à Paris, mais ils sont encore réfugiés. C'est totalement fou que le monde continue à payer des réfugiés, de l'argent aux réfugiés qui vivent dans des endroits fixes depuis des années. Et l'UNRWA, depuis sa création et jusqu'aujourd'hui, s'occupe d'autre chose. L'UNRWA est en fait, toute cette organisation est une organisation qui essaime la haine et qui crée toutes les horreurs au Proche-Orient. Il les organise de ses mains propres sous les auspices de l'ONU. La définition de réfugié, sans doute à revoir, entre autres problèmes. Merci beaucoup à vous, Ayelet Samerano. On vous souhaite bon courage effectivement dans ce combat, et également pour la mémoire de votre fils, Jonathan. Et on va avancer avec le parti pris de cette édition. Alors, cela faisait bientôt 3 mois que Benyamin Netanyahou n'avait pas affronté la presse de son pays dans le cadre d'une conférence de presse. Il s'est plié ce dimanche à l'exercice à l'occasion de la visite à Jérusalem, on en parlera dans un instant, du chancelier allemand. Le Premier ministre israélien n'a pas échappé à la question du moment. Pourrait-il quitter la vie politique en cas de grâce présidentielle? Réponse droit au but, regardez. Est-ce que vous comptez vous retirer de la vie politique en cas de grâce? Non. Voilà, quand c'est non, c'est non. Notre analyste nous a rejoint. Bonsoir, Daniel Haït. Bonsoir. Daniel, avant d'avoir votre avis, quelques mots sur les scénarios qui se profilent pour Benyamin Netanyahou. Vous en distinguez d'ailleurs 3 principaux. Bien sûr. Oui, il y a plusieurs scénarios. Cela vient bien entendu du président de l'État. C'est lui qui va devoir décider et trancher par rapport à la demande faite par le Premier ministre. Le premier scénario, eh bien, ce serait un scénario d'une amnistie conditionnée. C'est ce que l'on pourrait appeler cela, une amnistie conditionnée, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le président donnerait suite à la demande du Premier ministre, mais il poserait quelques conditions à cette amnistie. Par exemple, le fait que tous les dossiers qui sont sujets à débat, à polémique au sein de la société israélienne, en particulier la réforme judiciaire, mais aussi peut-être aussi la loi sur l'enrôlement des élèves des instituts talmudiques, eh bien, seraient mis de côté jusqu'aux prochaines élections. Ça, c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, bien, ça pourrait être une idée qui s'apparente à la fameuse loi française, à savoir Benyamin Netanyahou, le procès de Benyamin Netanyahou serait suspendu tant que Benyamin Netanyahou continuerait à être élu ou réélu, et le procès se poursuivrait seulement lorsque Benyamin Netanyahou ne serait plus en fonction. C'est un peu le cas de la loi française, de l'affaire de Nicolas Sarkozy. Et le dernier point, ce serait de régler le problème le plus rapidement possible, c'est-à-dire Benyamin Netanyahou, en dépit de ses déclarations aujourd'hui qu'il n'a pas l'intention de quitter la vie politique, pourrait se mettre en retrait de la vie politique pendant quelques mois, mais revenir lors des prochaines élections, donc faire campagne et revenir d'ici 1 an avec une petite pause de quelques mois. Ce sont 3 des cas de figure qui sont envisagés. Le président n'a absolument pas encore pris de décision, mais il va le devoir trancher. Ce qui est certain, c'est que quelle que soit la prise de position, la décision du président, eh bien, elle suscitera un véritable tremblement de terre de gauche ou de droite. Alors, question, Daniel, on y vient. Est-ce que Netanyahou a bien fait de demander cette grâce présidentielle? Bien, écoutez, moi, si vous me demandez mon avis, je dirais que si on veut véritablement aller jusqu'au bout de la justice, eh bien, on doit laisser la justice travailler et aller et donner un verdict clair concernant les procès de Benyamin Netanyahou. Je voudrais véritablement savoir si les accusations ont été portées à faux, si les procès ont été montés de toutes pièces. Parce que si c'est effectivement le cas, eh bien, il faudrait crever l'abcès et réformer véritablement le système juridique israélien. Il y a effectivement, dans ce qui s'est passé au cours des dernières années, des 5 dernières années de procès, on a vu des choses qui sont totalement stupéfiantes concernant le comportement du parquet, le comportement de la police, le comportement de certains responsables
de la justice. Et le fait de demander à l'amnistie, eh bien, risque d'arrêter cette procédure, et on ne saura jamais véritablement s'il y a eu une véritable volonté de la part de certains éléments, de certaines institutions comme le parquet israélien, de destituer un Premier ministre, pas seulement pas dans les urnes, mais uniquement parce que, eh bien, en utilisant le monde de la justice. Et ça serait scandaleux. Intéressant. Netanyahou aurait plus à gagner peut-être en allant au bout de ce procès. Mais c'est vrai que c'est long, et c'est vrai que cela risque de continuer à provoquer des tensions dans la société israélienne. Voilà, ça prend du temps, effectivement. Merci beaucoup, Daniel Laïc, pour ce parti pris. Alors, au cours de cette conférence de presse, on y vient. D'autres thèmes importants, évidemment, ont été abordés. Il s'agissait de la première visite officielle en Israël du chancelier Friedrich Merz. Arrivé de Jordanie, il s'est rendu au mémorial de la Shoah, Yad Vashem. Il y a rappelé la responsabilité historique de son pays. Image commentée par Mathieu Winding. Le chancelier allemand s'est recueilli au mémorial de la Shoah à Jérusalem ce matin. À Yad Vashem, pour sa première visite en Israël, Friedrich Merz a rappelé la responsabilité historique durable pour les crimes de la Shoah de l'Allemagne. Il a confirmé l'attachement de la République fédérale allemande à l'existence et la sécurité d'Israël, qu'il a qualifié d'immuable. Hier soir, Friedrich Merz était l'invité d'Yitzhak Herzog à la résidence du président d'Israël. Ce dernier s'est réjoui de leurs bonnes relations ainsi que de la coopération militaire entre Berlin et Jérusalem. Nous sommes devenus des amis très proches, et pour moi, voir les missiles Arrow 3 être installés en Allemagne pour défendre l'Allemagne et l'Europe, un produit fabriqué en Israël, revêt une signification unique, émouvante et importante. Le chancelier a rappelé l'importance de la relation entre les deux pays. C'est pour moi un grand honneur et une véritable distinction d'être ici et de réaffirmer que soutenir ce pays est et restera le principe fondamental immuable de la politique de la République fédérale d'Allemagne. Nous espérons maintenant que ce processus de paix pourra entrer dans une nouvelle phase, et en particulier que le Hamas pourra être désarmé, car cette guerre est menée exclusivement par le Hamas, et si le Hamas dépose les armes, cette guerre prendra fin. Il y aura alors un avenir pour la région, et il y aura aussi un avenir pour Gaza. En début d'après-midi, après une rencontre bilatérale, le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le chancelier allemand ont tenu une conférence de presse commune. Devant les journalistes du monde entier, des divergences ont surgi, notamment sur la solution à deux États, soutenue par le chancelier allemand et considérée comme une chimère par le Premier ministre actuel. Le chancelier allemand a ensuite rencontré le chef de l'opposition, Yair Lapid, et l'a invité à se rendre à Berlin. Et ce soir, 3 questions sur la relation Israël-Allemagne. Relation particulière entre Berlin et Jérusalem, évidemment, où la dimension historique, symbolique reste dominante. 8 décennies après la Shoah. Un expert ce soir avec nous, Joshua Schulteis. Bonsoir et merci. Vous êtes rédacteur politique pour le Jüdisch Allgemein. Vous êtes depuis Berlin en direct. Alors, quels sont justement les principaux enjeux pour vous que revêt cette visite du chancelier Merz en Israël pour les deux pays, pour les deux gouvernements? D'abord, bonsoir. Heureux d'être sur votre programme. En ce qui concerne cette question, je pense que Merz et Netanyahou, sur un sujet, veulent la même chose. Ils veulent montrer au monde que la relation spéciale entre Israël et l'Allemagne est encore intacte. Et c'est malgré les différends importants qu'il y a eu depuis 2 ans et malgré l'embargo partiel sur les armements qui a été mis contre Israël en août dernier. Et je pense que si vous suivez la conférence de presse, vous voyez qu'ils ont atteint leur but. Ils ont beaucoup de choses sympathiques à se dire l'un à l'autre et Merz a souligné combien la sécurité d'Israël est importante pour l'Allemagne et il a souligné l'engagement tout particulier de l'Allemagne pour l'État juif à la suite de la Shoah, bien sûr. Et Netanyahou a salué Merz comme étant un partenaire honnête et droit et qu'il respecte parmi tous les leaders mondiaux. Et Merz a envoyé un signe spécial à Netanyahou. C'est le premier leader européen qui vient en Israël après le cessez-le-feu. Et donc pour Netanyahou, c'était vraiment l'occasion de montrer au monde qu'Israël est de retour sur la scène internationale et pas isolé
comme beaucoup le pensent. En tout cas, il y a encore beaucoup de différends et de désaccords entre l'Allemagne et Israël, en particulier sur la situation en Cisjordanie et en particulier pour l'idée de la solution à deux États. Alors justement, une bonne dose de communication, on vous comprend. Vous pensez que le chancelier Merz peut résister justement aux pressions internes en Allemagne qui l'incitent à durcir le ton contre Israël, durcissement, vous le disiez, qu'on constate notamment en ce moment sur la question des implantations. Could you repeat the question, please? Alors, on se demandait en fait ce que vous disiez concernant les implantations. On assiste à un durcissement du ton de la part du chancelier Merz concernant les implantations. Est-ce que vous pensez qu'il peut résister à la pression interne en Allemagne en ce moment, que ce soit de l'opinion publique ou de l'opposition, pour justement garder quelque part un ton conciliant vis-à-vis d'Israël? Well, you see, Eh bien, vous savez, la situation de Merz, c'est très compliqué. Et d'un côté, du point de vue des partenaires de social-démocratie qui ont des positions plus critiques envers Israël, mais il y a aussi une pression de l'autre côté. Dans les chrétiens démocrates, et beaucoup de chrétiens démocrates qui n'ont pas été d'accord avec l'embargo que Merz a mis contre Israël. Et donc, Merz va vraiment sur une limite difficile et surtout avec le côté plus pro-israélien de sa coalition. Il a pu le faire quand il a été il a cédé aux plus pro-critiques d'Israël avec l'embargo, mais maintenant il y a le cessez-le-feu et c'est une nouvelle occasion pour Merz de se rapprocher d'Israël à nouveau et d'avoir une expression plus importante de la partie plus pro-Israël de sa coalition. Et s'il continue à se faire, cela dépendra de ce qui se passera au Proche-Orient, bien sûr. Par exemple, si la guerre à Gaza éclate à nouveau, eh bien, ce sera difficile de savoir comment Merz va réagir, ou si le gouvernement israélien pousse vers l'annexion de la Cisjordanie. Ça va changer tout cela, c'est très difficile de prévoir ce que Merz ferait. Voilà, en tout cas, un point fort, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est l'alliance sécuritaire avec la livraison du système Arrow à l'Allemagne. Merci beaucoup à vous, Joshua Schultheis, d'avoir répondu ce soir à nos questions depuis Berlin. Et voici le nouveau dossier qui va nous accompagner tout au long de cette semaine d'actualité, mieux comprendre d'où vient et où va le Hamas. Près de 4 décennies depuis la création d'un mouvement initialement cantonné à son espace local, à savoir la bande de Gaza, proximité avec l'Égypte et donc avec les frères musulmans, véritable racine idéologique du Hamas qui a su étendre son influence rapidement à l'ensemble de la société palestinienne. Peu après le déclenchement de la première intifada, sa charte révèle un ADN islamiste et antisémite. Premier volet qui nous replonge dans la genèse du projet, c'est avec Loïc Stecher-Chokroun. Pour le Hamas, tout commence à Gaza il y a plus de 50 ans. Le territoire est alors sous administration israélienne depuis 1967. Un réseau lié aux frères musulmans se développe, comprenant mosquées, cliniques et associations caritatives. Mais dans l'ombre, ces entités s'inscrivent dans un projet global visant à islamiser la société et à concurrencer les organisations nationalistes laïques comme le Fatah et l'OLP, créées quelques années plus tôt. En 1973, Ahmed Yassine, le dirigeant des frères musulmans à Gaza, fonde Al-Mujama Al-Islami, un centre qui gère cliniques, aide sociale, club de jeunes et contribue à la création de l'Université islamique de Gaza. Mais dès le milieu des années 80, des caches d'armes sont découvertes. La jeune génération pousse la branche gazaoui des frères musulmans vers une ligne plus nationaliste et activiste. C'est en 87 que tout bascule. La première intifada révèle une nouvelle structure créée par les cadres de la confrérie à Gaza, Harakat al-Mukawama al-Islamiyya. Les initiales forment le nom Hamas. Lutte armée et terrorisme sont alors assumés, tout en conservant l'ancrage caritatif et religieux. Un an plus tard, en 88, le Hamas publie sa charte, un texte islamiste et ouvertement antisémite. Le mouvement s'étend rapidement grâce à son réseau d'écoles, d'associations de distribution alimentaire. Il gagne une base populaire solide, notamment à Gaza. Au même moment, ces brigades imposent une violence sans répit et se livrent à des attentats suicides contre Israël. Quand l'OLP s'engage dans les accords d'Oslo, le Hamas, lui, rejette toute concession. Chaque avancée diplomatique de Yasser Arafat est accompagnée d'une action terroriste du Hamas.
Résultat, une partie de la population palestinienne déçue par Oslo se tourne vers ce mouvement perçu comme incorruptible et déterminé. Au début des années 2000, le Hamas n'est plus seulement un groupe, c'est une organisation structurée, financée par son réseau international avec un bureau politique à l'étranger et une branche armée, les brigades Al-Qassam, qui poursuit ses attaques. En 2006, sa victoire aux élections législatives confirme son ancrage dans la société palestinienne, mais dans les mosquées et les associations portées par l'Intifada. Le Hamas est devenu en 20 ans l'un des acteurs centraux et radicaux du conflit israélo-palestinien. Un mouvement hybride mêlant action sociale, idéologie islamiste et terrorisme. Une combinaison qui reste encore aujourd'hui un défi pour Israël. Et pour y voir encore plus clair, on a le plaisir d'interroger ce soir Michael Prazan. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes écrivain et auteur de l'ouvrage, on va le voir, La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles. Alors d'abord, s'il y a un mot qui n'existe pas pour le Hamas dans sa mentalité, ce serait le compromis, sauf bien sûr compromis tactique à court terme au service du but final qui restera de toute façon, vous pensez, la destruction d'Israël. Et peut-être que c'est ça qui est mal compris en Occident encore aujourd'hui ? Oui, je pense que ce mouvement est très très mal compris en Occident et le mouvement islamiste des frères musulmans d'une manière plus générale également. Non, il n'y a aucune paix possible avec le Hamas. Le Hamas est un dogme. Vous l'avez rappelé, le terrorisme et l'antisémitisme sont consubstantiels à sa naissance et à sa nature même. Il faut rappeler évidemment que c'est la branche palestinienne des frères musulmans, et c'est d'ailleurs la deuxième branche qui a été établie à l'étranger, enfin la première à l'étranger, puisqu'elle faisait partie à l'époque de la branche du Levant, c'est-à-dire qui comprenait la Syrie. Et les frères musulmans sont nés en Égypte, au Caire, en 1928, et dès le début des années 30, il y a cette branche qui est incarnée par une figure dont vous connaissez le nom, qui est Zidane El-Qassam, qui va se battre à la fois contre le colonisateur français et britannique et qui va aussi faire des massacres dans des kibboutz contre les colons juifs et des embuscades sur les routes qu'ils empruntent avec des méthodes qui rappellent celles qu'on a connues le 7 octobre dernier. Pour les frères musulmans, pour le Hamas en particulier, vous noterez que le Hamas est le mouvement de la résistance islamique. Il n'y a pas le mot Palestine dedans. Donc ça n'est pas du tout un mouvement nationaliste. C'est un but une organisation qui a un objectif politique qui est de reconstituer le califat islamique, disons du Maroc au Pakistan. Et il a décrété que le territoire palestinien, la Grande Palestine, si vous voulez, était un waqf, c'est-à-dire un bien sacré de l'islam. Et donc, ce bien sacré de l'islam appartient à l'Oumma, à l'ensemble de la communauté des croyants, à l'ensemble des musulmans. Et à cet égard, personne, aucune autorité n'a le droit de déclarer une indépendance, un pays sur ce territoire qui appartient à tous les musulmans. Donc, bien entendu, la question de la paix, la question même d'un État palestinien est totalement proscrite, y compris dans sa charte. Donc ce serait un nationalisme au service de l'islamisme. Alors justement, ce qui est tendance aujourd'hui, c'est d'être anticolonial. Et donc pour ceux qui défendent le Hamas, il s'agit de présenter précisément comme tel un mouvement terroriste qui veut simplement libérer une soi-disant colonisation. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est ça aussi qu'il faut peut-être expliquer. C'est que c'est, comme vous dites, un mouvement qui s'inscrit dans une dynamique islamiste. Oui, totalement. Et ils sont, disons, la place avancée d'un projet à long terme, d'une fusée à plusieurs étages, qui en réalité veut reconstituer ce califat islamique. Les frères musulmans partout dans le monde arabe a cru que l'heure était venue au moment des révolutions de Jasmin, autour des années 2010-2011. Bon, ça n'a pas abouti, mais en tout cas, l'objectif est là. C'est d'abord la reconstitution d'un vaste califat islamique, à l'image de celui des Omeyyades et autres. Et puis, à long terme, à beaucoup plus long terme, il s'agit de l'islamisation du monde, parce que sa vision du monde est entièrement plaquée sur un objectif coranique, islamique. Il considère que le Coran, pour que sa parole aboutisse, et c'est une parole incréée, c'est Dieu qui parle dans le Coran, l'aboutissement c'est l'unification de l'humanité, évidemment l'unification de l'humanité sous la bannière de l'islam. Donc l'objectif c'est l'islamisation du monde, c'est le califat islamique. Et au fond ce combat contre les juifs, parce qu'ils ne sont jamais dénommés comme étant des Israéliens, ce combat contre les juifs est
disons, le premier nécessaire d'une lutte à plus long terme qui devrait aboutir à ce califat islamique. Ouais. Pour conclure en quelques mots, une phrase, votre livre, on le rappelle, s'intitule « La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles ». Qui sont aujourd'hui pour vous ces idiots utiles, en Occident on imagine? Il y en a un paquet, si vous voulez. On peut commencer évidemment par LFI, par les Verts. Alors LFI en premier lieu. Bon, on a assisté hier à l'audition de Monsieur Mélenchon, qui malheureusement a été un ratage absolu. Il y avait tant à dire et rien au final n'a été dit. Mais il y a aussi, vous l'avez constaté, un certain nombre d'organisations non gouvernementales, il y a des intellectuels, il y a des politiques bien plus largement représentés que ceux qui sont au sein de LFI. Donc il y a des gens qui, vous savez, comment dire, je crois que l'antisémitisme est évidemment un aimant pour les antisémites. Donc avant, c'était l'extrême droite, mais c'était compliqué parce que ça n'était pas avouable et ça n'était pas respectable. Quelqu'un a dit que le nazisme avait défiguré l'antisémitisme. C'est assez vrai. Et aujourd'hui, on a un antisémitisme qui est respectable, sous les oripeaux, sous les habits neufs d'un antiracisme, d'un anticolonialisme. On peut s'affirmer, au fond, comme étant dans un antisémitisme vertueux. Et donc, LFI attire des antisémites qui, naturellement, pourraient se revendiquer de différentes tendances, y compris de l'extrême droite. Mais aujourd'hui, LFI est un aimant à antisémites et il permet de l'être ouvertement et de se dire dans le bon camp. Effectivement, à suivre ces évolutions inquiétantes à la gauche de la gauche en France et ailleurs. D'ailleurs, merci beaucoup à vous, Mickaël Prazan, d'avoir été avec nous ce soir en direct dans la grande édition. Toujours plus d'actualités. En bref, cette fois, voici l'info chrono. Son parti est souvent présenté comme étant l'émanation israélienne des frères musulmans, justement. Mansour Abbas, leader du parti Raham, a annoncé hier soir que sa formation politique allait se détacher du conseil de l'Ashura et du mouvement des frères musulmans. Une prise de distance qui survient peu après la décision de Donald Trump d'interdire la confrérie aux États-Unis en la classant organisation terroriste. Pour certains experts, la mesure n'est que cosmétique. Elle vise à apaiser la droite israélienne et à éviter précisément les sanctions de Washington. L'activité incessante de Tsahal dans le sud du Liban. L'armée israélienne annonce avoir détruit un accès de tunnel ainsi qu'un dépôt d'armes du Hezbollah. Parmi les armes découvertes, des obus de mortier destinés à être tirés vers Israël. Et puis il est le dernier juif encore détenu en Iran suite à la guerre des 12 jours. Mobilisation depuis les États-Unis de la communauté juive d'origine iranienne pour obtenir la libération de Kamran Hekmati. Âgé de 70 ans, cet américano-iranien avait été arrêté alors qu'il s'apprêtait à regagner les États-Unis après les opérations israéliennes et américaines. Contrairement aux autres juifs arrêtés dans le contexte de la paranoïa du régime, puis relâché, il est toujours incarcéré dans la fameuse prison d'Evin à Téhéran sur des accusations de lien avec Israël. Allez, la rubrique quasi quotidienne malheureusement consacrée au virus de l'antisémitisme. Contagion d'un bout à l'autre de la planète ce soir, direction l'Italie, où une croisière israélienne partie de Haïfa a été accueillie par une manifestation pro-palestinienne. Bonsoir Antonino Gallofarou, en direct de Rome, notre correspondant. Alors tout cela a vite basculé, échange violent entre les manifestants et les touristes israéliens. Oui, le navire Crown Iris a été accueilli par un sit-in à Brindisi. On est dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Un sit-in organisé vendredi par un comité local qui s'oppose à ce qu'il a défini un génocide du peuple palestinien. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, enregistrées par des journalistes locaux, il est possible de voir la réponse des touristes israéliens, des gestes obscènes comme celui d'un égorgement, des menaces verbales et pire encore, ce qui est clairement un salut romain effectué par une touriste depuis le pont du navire. Vous l'imaginez, ce genre de geste en Italie ne passe pas, quel que soit le contexte, c'est de ça qu'on parle ici. La police a dû intervenir pour s'interposer entre les manifestants et les touristes restés à quai. La compagnie a préféré éviter la deuxième étape italienne. Le paquebot ne s'est pas arrêté aujourd'hui à Palerme, vu qu'une autre manifestation de ce même genre était prévue aujourd'hui. Alors il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'arrestation, mais cet incident illustre bien la montée des tensions en Italie autour de la guerre à Gaza. La visite des ressortissants israéliens est perçue par certains comme la norme
normalisation de la guerre. Et prise à partie de ces tensions, à cause de ces tensions, ce ne sont pas seulement des Israéliens, ce sont aussi plus généralement des Juifs. Cet été, par exemple, un touriste français a été agressé verbalement dans une aire d'autoroute près de Milan. Paris a condamné une agression intolérable à caractère antisémite. Palestine libre, ici ce n'est pas Gaza, assassin, voilà ce qu'ont lancé quelques personnes à l'homme qui portait une kippa, comme en témoigne une vidéo qu'il a lui-même filmée. Rappelons aussi que cet été, toujours, les dockers du port de Gênes avaient refusé de charger des tonnes d'armes à bord d'un navire qui devait se rendre en Israël. Et puis, en octobre dernier encore, une grève générale avait été organisée dans tout le pays en soutien à la flottille européenne qui voulait se rendre à Gaza. À Rome, 15 000 personnes avaient manifesté devant les bureaux de la Première ministre. Il l'incitait à prendre ses distances avec le gouvernement israélien. Voilà, ça fait pas mal d'incidents, effectivement, ces derniers mois. Merci beaucoup, Antonino Gallofaro, en direct de Rome ce soir. Et comme promis, la séquence reportage pour conclure cette édition. Combien de centaines de kilomètres de tunnels creusés au fil des ans sous la bande de Gaza à coût de millions de dollars. Le défi reste immense pour les forces de Tsahal qui restent exposées aux pièges, aux embuscades. Neve Dromi et Baruch Yedid, nos reporters, ont pu se rendre pour nous à Rafah, dans le sud du territoire. Ils se sont entretenus sur place avec les combattants qui venaient de neutraliser plusieurs terroristes retranchés dans la ville. Reportage adapté par Eric Fendler. סידרנו לך סוף שבוע בחוף רפיח. אל תדליק, ברוך. זה התיירים? אלו התיירים הכי טובים בארץ. אנחנו הולכים לפגוש היום את מי שחיסל את אותם מחבלים שחוסלו, מי שיצאו מהפיר בגלל רעב, עייפות, לא משנה מה, והכוח שנפגוש היום זה הכוח שחיסל אותם. חטיבת הנחל עושה פה מורשת. גיבורי הקרב, נווה. מח"ט הנחל. מח"ט הנחל, שלום, בוקר טוב. לא מזמן קמנו בוקר אחד לגלות שיש מחבלים שלא יכולים לצאת ממנהרה ברפיח. האירוע יצא מגבולות המנהרה, רפיח, ישראל, והפך לשיח בין המדינות המתווכות וחמאס. ובזמן שבטורקיה וארצות הברית דנו על כוס קפה על גורלם של אותם רוצחים במנהרה, ישראל דאגה לצמצם את הבעיה בדרך הבטוחה, חיסול או כניעה. עשרות מחבלים חוסלו או נתפסו בשבועות האחרונים, 9 מהם אותרו רק הלילה. מי שאחראי לכך שאותם מחבלים כבר לא איתנו, הם כמובן לוחמי צה"ל. אנחנו פגשנו את מי שאחראי עליהם ועל המשימה, מח"ט הנחל, אלוף משנה אריק מויאל. ברוך קורא למה שאתם עושים פה מורשת שתיזכר לעוד דורות ודורות של חיילים. מה שאנחנו עושים הוא משהו שלא יישכח. אני אומר תמיד למפקדים וללוחמים שאנחנו זוכים להיות בתקופה משמעותית בהיסטוריה, משמעותיים להיסטוריה. היום מופקד אולי על המשימה. כיס רפיח, גדוד מזרח רפיח. גדוד מזרח רפיח. הכיס של אותם, בהתחלת היה 200 מחבלים, עכשיו גילו שזה פחות, נכון? לכתחילה. בזכותו, אולי בגללו נשארו פחות. השטח הזה, מה המשמעות שלו עבור חמאס, עבור העזתים? אקס-טריטוריה. כלומר, זה שהם רואים אותך ואותי פה, הולכים ככה בלי קסדה, עם המח"ט, זה כואב להם? בוא נגיד שזה לא חזון סינואר. זה לא חזון סינואר. חזון סינואר זה חיזבאללה וכוחות שיגיעו מירדן והאיראנים והסורים. זה חזון סינואר. זו המציאות. ברוך, תקשיב, רמה גבוהה פה בתוך איך לקרוא לזה? זה האיתן. זה האיתן. זה האיתן. אתם היום מסתובבים פה, כאילו אתם בבסיס בתוך ישראל? פה כן, ואני מעריך שכשנסיים פה, ואם לא אלה שיבואו אחרינו, יצליחו לייצר פה מציאות שבה אפשר להסתובב פה בצורה חופשית. המצרים חוזרים ואומרים, גם שר החוץ שלהם, אנחנו מאמנים 5,000 שוטרים פלסטינים, חלקם מעזה, כדי שישתלטו פה על כל המעברים ועל הצירים, אבל זה רק בהינתן כוח רב-לאומי, אין עדיין. ואני אומרת לך שכוח רב-לאומי כזה לא יבוא כל עוד יש חמאס בעזה. כשטראמפ מגיש את ההצעה שלו למועצת הביטחון, הוא אומר, אותו כוח רב-לאומי גם יהיה רשאי וצריך לפרוק את התשתיות של חמאס. אבל אומרים לך האמירתים, אומרים הסעודים, גם אחרים, אנחנו לא הולכים להתעמת עם חמאס. אנחנו לא הולכים להיכנס לעימות עם חמאס. בינתיים אנחנו כאן,
נערכים להיות פה עד מתי שצריך. המח"ט, תסביר לנו מה אנחנו רואים פה. רפיח, שכל התשתיות הצבאיות בה הושמדו, אתם רואים עוד מבנים שנשארו. כל האזור הזה של רפיח שנכבש לפני יותר משנה, בעצם עבר תהפוכות מאוד גדולות. הכביש הזה, השחור, האספלט הזה, כי האיש שעכשיו רואה טלוויזיה, אומרים לו ציר פילדלפי, הוא מדמיין איזשהו ציר עפר. אנחנו מדברים פה על כביש לכל דבר ועניין. כן, נוסעות פה מאות מסעיות גם כל יום של הסיוע ההומניטרי, ונכנסות פנימה. זה כביש. המג"ד שלו, דותן. מג"ד 932. כשצה"ל כובש את פילדלפי, הם עושים את הכל ברגל. הם נכנסים באזור כרם שלום, הם מגיעים לים, הכל רגלי. 15 קילומטר, גדוד נחל, כובש את הציר. ברגל זה היתרון שלנו, שאנחנו עוד לא עם רכב משוריין, אז הרגליים זה האמצעי הכי טוב. אם היינו באים לכאן, ברוך, בספטמבר 23, מה היה הקו הרקיע? מה הייתי רואה פה? חלק גדול מהים לא יכולת לראות, היו פה מבנים 3, 4, 5 קומות. השכונה שאנחנו רואים שם זה תל סולטן, שם זה השכונה שבה הייתה חטיבת הנחל במבצע הגדול לתפוס את סינואר. שם חוסל סינואר. שם חוסל סינואר. איפה הכיס של המחבלים? הכיס הזה מתחיל, וזו הסיבה שחשוב להבין למה עושים את זה, 300 מטר מכרם שלום. 300 מטר מכרם שלום יש עדיין מנהרות עם מחבלים שטרם מצאנו אותם, בעומקים של 20 מטר, 15 מטר. עובדים כאן יום וליל בקידוחים, בחפירות, מכניסים פנימה מצלמות. הפיצוצים שאנחנו שומעים ברקע כל הזמן. אנחנו בלחימה עכשיו. זאת לחימה? יש התקפה גדודית. כן, יש התקפה גדודית. מתחילים לסרוק עוד כמה פירים שמצאנו אתמול. יכול להיות שתוך כדי יגידו לי שמצאו גופות של מחבלים או מחבלים חיים. בוא נקווה. מתי מבינים שיש איקס מחבלים כלואים בתוך מנהרה? חלק מהמשימה שלי הייתה להשמיד את גדוד מזרח רפיח. וכשחטיבת הנחל בעצם לקחה את המשימה הזאת מקצה לקצה, יחד עם האוגדה, התחיל המרדף שלנו אחרי אותם מחבלים, התחלנו לסגור אותם, ללחוץ אותם. בתת קרקע. בתת קרקע ובעל קרקע. הם כולם חמושים אגב. הם מבחינתם מה היה האידיאל? לצאת החוצה ומה שדיברו אז, מרחב מוגן, הגליה לטורקיה, הגליה לזה. אני לא יודע. ומה אתם יודעים על מצבם במנהרה תוך כדי? מספרים שאין להם מים, נגמרו להם המים, נגמר להם האוכל. זהו, הם מנסים עכשיו לחזור חזרה לכיוון העיר עזה, לכיוון ח'אן יונס, אבל הם יצאו חוצה והם הבינו שהם לא מצליחים להגיע לשום מקום. איך זה לתפוס מחבל כזה? זה משהו טכני, בשבילי לפחות. להערכתך, איזה דין חדד ויתר על הכיס הזה? תשמע, אתמול תפסנו שבוי שאמר את זה, שהם כבר 3 חודשים לא בקשר, וחמאס התנער מהם, ולכן הם הבינו שהם צריכים להסגיר את עצמם. אז הוא מוותר על גדוד שלם שלו. הוא מוותר עליו. אבל מה המשמעות של זה שהוא ויתר עליהם? ארגון שמתחיל לקרוס לאט לאט, אבל אני לא מזלזל בו בכלל. בסוף זה יקרוס. כמה זמן זה ייקח? לא יודע. 10 שנים, 5 שנים. הם שבורים לגמרי, ומספרים איך חמאס הפקיר אותם. אנחנו רואים את מצב הנשקים שלהם שהוא ירוד. זה הנשק מאתמול, תכף יבואו לקחת את זה, היחידה שלנו. רואים שלא עשו להם מסדר שימון שמירה לפני... זה שם ביציאה ברפיח. זה אתמול שלשום היה בידיים של מחבל מגדוד מזרח רפיח. שפשט עם זה לעוטף והרג ורצח ואנס את האחים שלנו. איפה פה החיילות? כן. הם גונבים ציוד מבתים שחיילים היו בהם והשאירו שם מים ואוכל, שיש להם לבנים, תחתונים וגרביים של החיילים. את ראית קודם את הנשקים החלודים עם רצועות, כבלים של חשמל במקום רצועות? זה לא יחידה לוחמת, זה לא צבא, זה לא חמאס שעבר את הקו ב7 באוקטובר. כשאנחנו שומעים שחוסלו 5 ועוד 5 ועוד 10 מכיס רפיח, אלו אנשים, א' וא'. שמזהים בחמ"ל יציאה של מחבלים, מה הפקודה שעוברת אליכם? אז קודם כל ישר יש קפיצה של הפקודה שתמיד פה נמצאת קבועה בבסיס, ומוכנות לכל דבר כזה או אחר, ולאט לאט מתחילים לנהל את האירוע. אתה
יודע להגיע ב-2 בלילה לפתח של פיר בדיוק של כמה? אני מניע בעשרות מטרים ונתחיל לספור אנחנו. אבל עם הרחפנים, עם כל הכוחות והגזרה, אנחנו די מדויקים. איך אתה יודע שאת המחבל הזה צריך לחסל, ואת המחבל הזה הוא פוטנציאל לחקירה בשב"כ? קודם כל, אם יש לי אפשרות להביא מחבל לחקירה, מעדיף את זה מוקדם, כן? בסוף זה עוד מידע. מצאו וחיסלו חלק מהמחבלים במרדפים האחרונים. המרדפים שהיו עכשיו, בשבועיים האחרונים, זה אתם? כן. שום רחמים כלפיהם, כל אחד מאלה שתפסנו הוא פושט מה-7 באוקטובר. כולם רוצחים עם דם על הידיים. שלא יהיה לאף אחד אפילו טיפת סנטימנטים אליהם. אלה אנשים. אלה בכיס, במנהרה, כן. כל גדוד מזרח רפיח פשט ב-7 באוקטובר. זה גדוד שהדין שלו זה או למות או להיכנע. זה הכבוד הלאומי שלנו. אמרתי את זה לרמטכ"ל. אם הם יוצאים מכאן בחיים, זה פגיעה בנו. זיהיתם עקבות של מחבלים מהכיס? עוד שנים רבות יתארו מה שעושים פה אנשי חטיבת הנחל. אגב, גם גולני פה. גם גולני פה. בכל מקום שיש אתגר וקושי, יש גם גולני. יש לי את הזכות לפקד פה על אלפי ומאות חיילים שמילואימניקים, סדירים, גולני, שריון. יש לנו כאן לחטיבה מ"פ שנהרג, רב סרן יניב קולה, זיכרונו לברכה, ועם הקשר שלו איתי יעבץ, שהיה חניך בתוכנית ארז. אנחנו חייבים להמשיך בזה, כי כשאנחנו ניתן לבעיה הזאת לגדול, אנחנו נקבל עוד 7 באוקטובר ויותר מזה. Relevé de défis terroristes en terrain miné, un document exceptionnel de nos équipes. C'est la fin de cette grande édition. Merci de votre attention. À suivre dans un instant Myri Maman qui vous attend, le rendez-vous du dimanche. Regard croisé, un regard différent sur l'actualité. Très bonne soirée à tous sur i24.